Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Nous sommes le 20 janvier 2026 et donc nous sommes dans le timing pour que je souhaite à toute la communauté immobilière une très belle année 2026, une année j'espère intense, passionnante et prospère. Pour ce premier numéro de l'année, nous avons fait un choix assez différent de ceux que nous avons fait jusque-là puisque nous allons pas partir sur un sujet très opérationnel, encore que nous allons parler du rôle des syndicats professionnels, leur mission, tant vers les professionnels de l'immobilier que vers les pouvoirs publics. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Danielle Dubrac, qui est la présidente de l'UNIS. Bonjour Danielle. Bonjour. Et puis Thierry Iacasio, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, vous êtes bien installé? Très bien. Bonne année aussi à vous deux, que ce soit dans la promotion immobilière ou tous les professionnels de la carte T, ou et G d'ailleurs, parce que c'est... Et S. Et S aussi, j'avais oublié les S. Donc bonne année à vous deux. Alors on attaque sur ce sujet, je pense, qui est assez méconnu de, peut-être hélas d'ailleurs, de beaucoup de professionnels, à savoir, Daniel, je m'adresse à vous pour démarrer, d'abord peut-être présenter en quelques mots l'UNIS, et ensuite nous dire quel est le rôle et quelles sont les missions d'un syndicat professionnel comme l'UNIS. L'UNIS, c'est 50 000 professionnels. Alors évidemment, ils ne sont pas tous salariés. Ils peuvent être aussi rattachés à des titulaires de cartes professionnelles, donc des conseillers immobiliers. Il y a des agents immobiliers. On représente plusieurs métiers. Le syndic de copropriété, le gestionnaire locatif, le transactionnaire. Dans la transaction, vous avez ceux qui ont des salariés qui font de agents immobiliers. Vous avez ceux qui ont des agents commerciaux et vous avez ceux qui ont des conseillers immobiliers. Et puis l'immobilier d'entreprise, l'expertise aussi et la promotion-rénovation, c'est-à-dire tout ce qui est construction, mais réhabilitation-rénovation. Donc autant de sujets très très différents, parce qu'il y a un point commun qui est l'immobilier, mais il y a des métiers quand même assez différents. L'UNIS, c'est combien d'adhérents en France à peu près? C'est à peu près 14 000, 14 000 entités, et puis voilà, partout vers 50 000 professionnels, partout en France, puisque évidemment il y a la représentation nationale. J'en fais partie. Vous avez des adhérents comme le groupe Digitereux, d'ailleurs j'en profite pour remercier Olivier et Capifrance et Optimum, et puis des adhérents qui sont donc nationaux ou qui sont régionaux. Donc on a suivi la représentation géographique des régions administratives. Donc il y a un pôle régional UNIS par région administrative. Et puis ensuite, il y a des structures, des métropoles, par exemple Lyon, Marseille, Nice, Paris, ce sont des entités. Donc on est un peu partout. Il y a tous les modèles économiques, les petits, les gros, les modèles économiques comme les réseaux de mandataires indépendants, les réseaux d'agences indépendantes aussi. Bref, ça brasse large et ça permet comme ça d'avoir une réalité du terrain. Parfait, très bien. Alors justement, de cette réalité, vous en faites quoi? C'est quoi les grandes missions d'un syndicat comme l'UNIS? Les grandes missions, c'est représenter la profession, très clairement. Représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Donc, nos grands axes, c'est les relations avec les consommateurs, c'est aussi les relations avec les autres professionnels dans le cadre d'une filière. Donc, on discute avec qui? Avec les pouvoirs publics, avec le Parlement, avec les députés, puis on est dans des instances de représentation. Donc, on représente la profession pour défendre le métier, soit parce qu'il y a des textes qui arrivent, soit parce qu'on est en demande d'un réajustement de textes. Et alors, voilà comment ça se fait partie des questions que j'ai prévu de vous poser également. Merci beaucoup, Daniel. Alors, Thierry, métier spécifique. Donc là, on est sur la promotion immobilière avec la FPI. Quelques mots pour présenter la FPI. Alors, c'est une instance fédérale, donc qui est nationale, qui est présidée aujourd'hui par Pascal Boulanger, qui est notre président, avec donc une gouvernance donc à côté de lui de 9 vice-présidents et 4 étages d'instances, donc qui sont des comités fédéraux, des comités de région. Donc en fait, après, donc au niveau local, nous avons ce qu'on appelle des délégations régionales. Et donc moi, je suis président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée, donc de Perpignan à Nîmes. Donc au niveau national, il y a plus de 600 adhérents qui représentent à peu près 80% des acteurs du marché de la promotion, effectivement à toute échelle,
les locaux qui peuvent être de taille assez réduite, et puis après les moyens locaux et des nationaux, voilà. Donc, et en parallèle, donc sur notre chambre régionale, on est une 50aine d'adhérents, et on a aussi des membres correspondants, donc qui sont des partenaires de l'acte de construire qu'on a, qui peuvent être des bureaux d'études, des banques, des commercialisateurs, des assureurs divers et variés. Donc on fédère donc localement pour avoir un lien de proximité dans notre filière métier. D'accord, très bien. Alors, on a compris avec Daniel que sur une audience nationale, on est le représentant de la profession, la profession au sens large vis-à-vis des pouvoirs publics. Quand on est sur une échelle régionale, l'influence de la FPI, elle se situe à quel niveau ? Alors, c'est très voisin sur la démarche. J'imagine. Donc, en fait, c'est on prend ce qui est national, donc en législatif et réglementaire, et on vient l'expliquer, le porter ou d'en voir les conséquences locales. Avec qui ? Avec ceux qui posent le territoire. Et ce territoire, alors là, comme je vous ai dit, ça part de Perpignan à Nîmes, donc il y a déjà des obédiences politiques qui sont différentes suivant dans les villes, et donc l'appréciation de chacun de l'acte de construire n'est pas la même. Et donc en fait, au travers de ces retranscriptions législatives et réglementaires, on peut avoir des discussions et des échanges divers et variés. Ensuite, on a le côté défense métier, bien évidemment, en étant alors soit en cours en fait sur ce qui s'applique immédiatement, soit précurseur sur l'offre de demain, sur ce qu'on peut anticiper dans des décisions stratégiques donc de territoire. J'en reviens toujours à ça. Et ensuite, donc il y a l'animation de nos adhérents localement, en fait, qui viennent chercher conseils juridiques, techniques, donc financiers, voilà, auprès des instances. Alors, soit ici, nous, directement, soit ça remonte à Paris, sur du conseil juridique ou administratif, voilà, du métier. Pour ça, je pense que c'est une dimension qui est valable à l'ULIS comme à la FPI, c'est qu'il y a tout le relais de la profession vers les pouvoirs publics, mais il y a aussi le côté, descendant, et puis accompagnement, assistance, conseil, j'imagine, formation, même peut-être, Daniel. Ah oui, dans un syndicat, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois le niveau national et le niveau local. Sur le niveau national, comme le disait mon collègue, c'est plutôt tout ce qui est réglementation, loi, etc. Puis au niveau local, c'est un petit peu ce qui va s'appliquer au territoire. Prenons par exemple l'encadrement des loyers, prenons par exemple le zonage, quand on parle d'action de bâtir ou de construire. Donc c'est un petit peu ce travail qui est fait. Alors nous, on a une gouvernance avec un bureau exécutif, un conseil d'administration qui représente tous les territoires, mais il y a aussi une approche métier, parce que je parlais des différents métiers tout à l'heure, donc il y a des commissions nationales qui se parlent sur un certain nombre de sujets importants sur tel et tel métier, en rapport avec les commissions locales qui, elles, vont rapporter des difficultés de terrain en rapport à une réglementation qui parle. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir des gens de proximité, parce que les gens de proximité connaissent aussi leurs députés, leurs sénateurs, leurs maires. Ils peuvent faire remonter les difficultés de terrain, et ensuite, on peut aller être force de proposition par rapport à une réglementation qui va sortir ou qui va être modifiée. Okay. Quand on utilise le mot syndicat, je crois que le réflexe, c'est souvent de penser à un syndicat de salariés. Là, il s'agit de représenter une profession. Donc, vous ne représentez pas en particulier, ce que vous disiez, je crois, Daniel, plutôt les chefs d'entreprise ou plutôt les salariés, ou plutôt vous représentez plutôt la profession ? Oui, dans les professionnels, il y a ceux qui sont rattachés directement à des titulaires de cartes, puisque vous savez que pour exercer un métier, il faut une carte professionnelle. Il y a toute une habilitation, évidemment, qui est faite pour ceux qui ont directement, par exemple, des conseillers immobiliers ou des mandataires immobiliers. Mais on représente tout ce monde-là. Évidemment, quand on parle de tel et tel sujet, on les représente, on les défend. Et dans un syndicat professionnel, c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois la veille juridique. Évidemment, la veille juridique, c'est hyper important. C'est souvent ce que viennent chercher les gens qui adhèrent à un syndicat. Mais il y a aussi la formation continue, même si chacun d'entre nous peut réajuster sa formation continue. Il y a toute la réglementation et il y a la représentation. Dans la représentation, puisque le syndicat professionnel, ça représente des entités juridiques, des entreprises. Et donc, dans cette représentation, on va aussi négocier, puisque par exemple, on est dans les conventions collectives de l'immobilier, on va négocier pour le compte d'eux. Donc, c'est ce qui est important. Et puis, on est aussi dans des conseils où se mélangent les consommateurs et les professionnels. Par exemple, le CNH, le Conseil national de l'habitat, la FPI d'ailleurs en fait partie. Le CNTGI, c'est le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Donc on y est pour les textes nous arrivent en amont, on les discute, on donne un avis, des fois il est consultatif.
on est des fois, on est souvent écouté, mais on n'est pas toujours entendu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. En tout cas, on est là pour défendre la profession et d'une voix collective. Justement, c'est ça l'intérêt d'un syndicat. C'est quelqu'un qui pèse parce qu'il est nombreux et il est dans l'intérêt général de la profession. Alors justement, c'est là que je veux en venir, c'est que ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que le syndicat est force de proposition? Est-ce que les syndicats ou les fédérations professionnelles, est-ce que les pouvoirs publics comptent sur vous pour avancer dans leur réflexion et avoir justement ces remontées de terrain? Est-ce que vous êtes des empêcheurs de tourner en rond, donc ils s'appuient sur vous, mais en fait ils ont envie d'en faire un peu qu'à leur tête? Comment ça se passe? Alors peut-être sur le neuf, là, parce qu'il y a des enjeux importants, compte tenu du marché par exemple. Alors, enfin, la question n'est pas simple. Bien évidemment, nous, on essaie de réfléchir en avance et de voir quels sont nos enjeux métiers dans ce qu'on disait. Alors après, ce qui est législatif et réglementaire, c'est plus sensible, puisque donc il y a des gens à Paris qui font les lois, donc et qui les proposent. Et quand on voit qu'il y a des groupes parlementaires, ils sont pas d'accord les uns les autres, et prendre des positions communes, c'est ce qu'on vit sur le statut du bailleur privé que tout le monde connaît, qui est directement lié à un enjeu de notre métier, parce qu'on est en crise aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Mais par rapport à ça, c'est une des éléments de sortie de crise qui est prépondérant. Et donc, en fait, c'est d'essayer de voir comment on peut poser les choses par avance. Mais après, ce n'est pas que nous. Voilà, donc, c'est pas que les promoteurs immobiliers. Il y a l'acte de bâtir au sens large, parce qu'il y a la FFB, il y a l'UNIS, donc il y a Procivis, tout est lié. Donc, on essaie de réfléchir à l'avance, donc de proposer des choses. Souvent, on a des projets de loi qui sont déjà assez fomentés, et donc là, il y a des discussions qui se mènent. On a, nous, quelqu'un qui est attaché du directeur du cabinet du président, mais dans la relation institutionnelle. Donc, on a des gens comme ça dans nos fédérations, donc parisiennes, qui sont là pour avoir cette transversalité. Et auquel cas, quand c'est un peu sensible sur ce fameux statut de bailleur privé, on essaie aussi localement d'avoir un volet pédagogique auprès des députés ou des sénateurs du territoire, pour qu'eux-mêmes appréhendent mieux le sujet, parce que bon, on peut pas être technicien sur tous les sujets, et qu'ils le remontent aux spécialistes du groupe parlementaire. Bon, voilà. Donc, on a ça, indépendamment de toute la démarche autre qu'on peut mener localement sur des choses qui ne sont pas législatives et réglementaires, mais qui ont un impact essentiel dans la production, qui peuvent être un plan de prévention des risques, par exemple d'inondation, voilà, donc on vit très fortement ici, qui peuvent être des chartes qui sont posées par les municipalités et qui viennent donner une couche supérieure donc à quelque chose qui n'est pas réglementé, mais qui s'applique donc de fait donc au bon vouloir de la collectivité. Bon, il y a plein de choses, voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on travaille, c'est nos enjeux essentiels métiers pour pouvoir construire le mieux possible pour le bien en fait des citoyens, parce que l'acte de bâtir aujourd'hui, c'est en fait un élément social prépondérant. Bien sûr. Alors, si on se fixe quelques secondes sur la promotion. Au niveau national, votre interlocuteur, c'est quoi? C'est le ministre du Logement et c'est Bercy? Sur le bailleur privé, c'est... Bercy, plus difficilement, bon, je mais c'est le ministère du Logement. D'accord. Voilà, après, avec toutes ces composantes de sous-délégation, pas délégation, voilà. Et donc ça, c'est un travail, on va dire, avec les groupes parlementaires, plus le ministère du Logement, donc, et nos instances fédérales nationales. Et puis après, nous, localement, il y a aussi des éléments, parce qu'en fait, cette fédération, elle ne fait pas toute seule, pas sachant surtout. Donc, il y a des groupes de travail à l'intérieur de la fédération qui travaillent sur les thématiques, mais on peut l'avoir sur un côté technique avec des nouvelles normes, la RE 2020, le seuil 25, il y a des groupes de travail là-dessus. Sur le ZAN, à un moment donné, on a réfléchi sur le ZAN. Puisque donc se posait la question de dire la trajectoire à 2050 et le passage à 2030 qui pose quand même pas mal de problèmes, bon, qui est pris en main par les collectivités, mais qui est plutôt subi dans l'urgence. Bon, il y a sur des enjeux métiers comme ça qui ont rapport à soit la fabrication de terrain, soit d'éléments locaux de mise à disposition de production. Et en fait, il faut qu'on soit acteur et proposition, et en proposition. Daniel, sur le périmètre, j'allais dire, le plus important de l'UNIS, c'est-à-dire la transaction, la gestion, là, les interlocuteurs, c'est le ministre du Logement, mais pas que, c'est le ministre de la Justice. Le ministre du Logement, parce que, bon, c'est notre ministre de tutelle, mais vous avez les finances. On parlait du statut du bailleur privé. Même le ministère du Logement se bat contre les finances. Parce que quand on parle d'amortissement comptable, à un moment donné, ça rentre dans les revenus globaux. C'est des impôts qui vont moins rentrer. Il y a moins d'impôts, mais ça fait travailler. Donc c'est la TVA qui va rentrer. La TVA, les droits de mutation à titre onéreux. Donc tout ça, il faut l'expliquer. Et puis il faut des fois contredire certains fonctionnaires qui vont présenter les choses non pas sous la forme d'un bénéfice net pour les dépenses
pour le budget, mais plutôt sous forme de coût. Or, nous, on dit qu'il y a un bénéfice net à telle et telle revendication. Bien sûr. Donc, on défend Donc, on a dit ministère de l'économie, ministère du logement. ministère du logement, ministère de la justice, Ah oui. parce que la copropriété, c'est directement lié au ministère de la justice. Vous avez l'aménagement aussi, ça touche. Vous parliez de ZAN tout à Puis l'heure. la réglementation de la profession, c'est le La ministère de la réglementation, c'est le ministère des Finances. Des Finances. Voilà, c'est une profession qui est très réglementée, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, en général, on est plutôt en défense sur un texte, en analyse sur un texte, et on dit ce qu'on en pense. On est capable de dire ce qu'on en pense parce qu'on a des relais de proximité qui, justement, jouent la vraie vie et peuvent dire ça, il peut y avoir tel et tel problème. On est en relation avec les députés, sénateurs, avec les maires, les collectivités locales sur tel et tel sujet. Mais en prospective, en amont, c'est très rare qu'on soit en avance, quoique de temps en temps, certains directions soit la DHUP, soit la Direction Générale des Entreprises, enfin, des directions qui sont liées à ces ministères, travaillent sur telle et telle réflexion pour la modification du métier, la modification du réglementation. Mais on est quand même de temps en temps entendu, parce que par exemple sur le DPE dès 2021, on a dit sur le DPE individuel, attention, il y a un problème. Alors on a beaucoup mis ça sur le dos des diagnostiqueurs, ou sur le dos des agents immobiliers, ou sur le dos des mandataires. Non, pas du tout, il y avait quand même des correctifs à apporter. Donc à un moment donné, on a été entendu. Là, le quatrième correctif, c'est sur un coefficient sur l'électricité. Bon, on est entendu. Donc on a quelques victoires. Et puis, on a des défaites, parce que de temps en temps, le statut du bailleur privé, il a quand même fallu se battre au dernier moment. On a des victoires aussi sur les honoraires de location. Aujourd'hui, s'il y a une révision, quand bien même qu'elle est toute petite, cette révision, ça a quand même été un combat. Depuis plus de 10 ans, je crois qu'il parlait de révision. 2014. Exactement, C'est ça, 2014. Vous suivez bien les choses. Donc là, on a un petit chouïa de révision, parce qu'on veut un décret, mais on a quand même eu un arrêté. Mais pour avoir l'arrêté, il a fallu se battre pendant 3 ans. Vous voyez, c'est des choses comme ça, pour lesquelles, grâce aux remontées terrain, et grâce aux commissions nationales qui ont des relais dans les commissions locales des métiers, c'est comme ça qu'on arrive à dire ça c'est pas bon. Donc il y a un travail de coordination qui est quand même assez important. Coordination, et justement, comme on est dans une filière, parce que nous on représente les lois Hoguet, c'est-à-dire ceux qui sont réglementés, qui ont des cartes de gestion, de transaction ou de syndic, on est dans une filière, et donc il y a ce qu'on appelle le collectif Alliance pour le logement, dans lequel est la FPI, mais dans lequel aussi est la FFB, dans lequel sont aussi un syndicat de notaires, les économistes, et tout ça, ça parle d'une même voix. On arrive à avoir des copies communes et d'avoir une convergence de points de vue sur des sujets majeurs, dans l'intérêt évidemment de la profession, mais aussi des gens, des Français. Du consommateur final, bien sûr. Du consommateur, parce que le but, c'est de loger des Français. Aujourd'hui, on a 200 demandes de location pour un logement. Donc ça ne peut pas aller. Donc j'imagine que votre rôle et votre impact est d'autant plus fort qu'en face, vous avez d'abord un gouvernement qui a un projet par rapport au logement. S'il n'y a pas de projet, c'est compliqué d'avancer. Et de la stabilité. Je pense que l'instabilité qu'on vit depuis 1 an et demi n'est pas propice à faire avancer les sujets. Parce que si on change d'interlocuteur trop régulièrement, c'est compliqué. C'est valable pour n'importe quel citoyen. Bien sûr. Si les règles ne sont pas connues, c'est compliqué. Donc, sans arrêt changer les règles, l'inflation, les conflits, etc., ça ne donne pas envie d'aller sur le sujet. Donc, il faut faire avec tout ça, bien évidemment. Ok. Justement, je reviens quelques instants sur la partie consultative. Donc, comment ça se passe en début d'année, une espèce de réunion avec les pouvoirs publics qui disent voilà, on voit les 2 ou 3 grands chantiers, c'est cela, je voudrais qu'on travaille ensemble, ça se passe comme ça. Ça, c'est pas la vraie vie. Non, il y a des PJL, c'est-à-dire des projets de loi, et donc là, systématiquement, on est auditionné, systématiquement. Si on n'y est pas, on demande à être auditionné en disant voilà, pour notre secteur, ce point-là est important, on se met d'accord avec l'Alliance, et puis autrement, on demande, quand il y a des PPL, c'est-à-dire des propositions de projets de loi par des parlementaires, par des groupes de parlementaires, sur, la sobriété énergétique, sur la vacance immobilière. Enfin, il y a un certain nombre de sujets qui, quand même, certains parlementaires ont conscience qu'il y a une crise du logement, qu'il y a une crise de l'immobilier, qu'il y a une crise de la production, qu'il y a une crise de la rénovation. Et bien là, évidemment, on y va avec notre copie, toujours dans l'intérêt général du pouvoir d'achat des Français et et évidemment du logement. Alors Thierry nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que la FPI pour représenter les promoteurs, il y avait d'autres fédérations, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'acte de bâtir, plus exactement. D'accord. Et du coup, est-ce que vous arrivez à travailler en commun ? J'imagine qu'il peut y avoir aussi quelques conflits d'intérêts, parce que
quand on représente l'UNIS, on a envie d'avoir le plus d'adhérents possible. J'imagine que si on est la FNAM, on a la même volonté. Et donc, est-ce qu'on se marche pas un peu sur les pieds? Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? Non, enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand on est en crise, ça soude, et ça fédère. Donc là, c'est l'enjeu qui prime, on va dire, sur des idées autres. Donc après, sur l'acte de bâtir, vous avez des commercialisateurs, vous avez des constructeurs. La FFB, c'est de l'emploi, quoi. Donc il y a des milliers d'emplois qui sont à la clé et liés à une production immobilière qui est soit sociale au travers des ESH pour Civis, soit de la promotion privée qu'on représente. Donc là, c'est l'intérêt général sur l'acte de bâtir qui est législatif et réglementaire. Ça, c'est une chose. Et après, il y a le deuxième cran qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'offre. Et l'offre, elle est dans les territoires et elle est dépendante, principalement, de la politique locale, des élus, suivant leur obédience politique, qui sont de faire des chocs de l'offre, et donc là, très bien, ou de restreindre beaucoup l'offre, avec, on va dire, une sorte de réticence à la construction, à l'acte de bâtir, parce que les mentalités changent, et là, c'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, sur cet objet social qui est devenu donc le logement, donc dans le blocage du parcours résidentiel tel qu'il est actuellement, avec donc l'immobilier ancien, donc qui est bloqué avec une tension locative très forte, et le neuf qui doit donc ramener de la production et qui n'y arrive pas avec les volumes corrects, eh ben, on est dans une tension de société pour loger nos enfants, pour loger des personnes en desserrement familial, parce qu'il y a beaucoup de séparations. Voilà. Donc, il faut proposer dans les différents territoires ces solutions-là. Elles sont faites par les documents d'urbanisme, mais il y a une notion il y a une magnifique tribune là, qui est passée dans les Échos par Robin Rivaton, donc au mois de décembre, donc qui portait sur le NIMBY, donc en fait l'opposition not in my backyard, donc c'était de ne pas construire aujourd'hui, il y a plus d'opposition à tout, quoi. Et donc en fait, il faut arriver à fédérer les citoyens pour se dire, il y a un sens à l'acte de bâtir, alors il peut être fait dans les actes, il n'y a pas de problème, ça on arrive à le faire. Mais tout n'est pas zone d'aménagement concerté, donc on peut avoir des territoires de projets, des urbanismes avec des regroupements de parcelles, et on peut de temps en temps construire à la parcelle aussi, c'est pas un 20 mots, quoi. Donc il faut qu'on arrive qu'il y ait une acceptabilité du projet immobilier, du promoteur immobilier, qui doit être concerté, qui doit être fait au travers des documents d'urbanisme, mais on peut pas dire non, c'est plus possible, on peut pas construire là, on peut pas construire là. Il faut pouvoir construire aujourd'hui. Enfin. Ok, merci Thierry. Daniel, justement, là, je reviens sur ma question. Les pouvoirs publics en face d'eux n'ont pas que l'UNIS. Donc il y a plusieurs représentants de la profession. Comment ça se passe? Ça se passe bien? C'est compliqué? Parce que l'intérêt est commun. Le métier est le même. On trouve toujours des points de convergence. Évidemment, on peut peut-être ne pas être d'accord sur un certain nombre de particularités, mais le neuf, ça devient de l'ancien. Donc de toute façon, nous, on gère peut-être plutôt que l'ancien, quoique c'est commercialisé, puis après ça rentre dans le parc, soit c'est vendu, soit c'est géré. Donc, ce n'est pas le sujet, non. Il y a plusieurs syndicats, dans les lois Hoguet, donc ceux qui ont des cartes professionnelles. Vous avez le SNPI, vous avez la FNAM. On travaille de concert, évidemment. Puis chacun a peut-être plus de poids sur tel et tel secteur, plus de poids sur tel et tel sujet. Et donc, on met en commun nos forces vives, puisqu'on essaye de parler d'une voix collective. D'accord. Donc, si on prend les 2-3 grands sujets actuellement sur lesquels... Alors, il y avait le statut du bailleur privé. Déjà, pour nous, on soutient le fait qu'il faut produire des logements, parce que les primo-accédants, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que quelque part, on va avoir le même avis sur tout ce qui est les freins. Les freins, c'est quoi? Ce sont les prêts, c'est la haute autorité de la stabilité financière. Donc, on a eu certains arguments positifs là-dessus. Il peut y avoir des freins sur la rénovation, avec le calendrier, qui est quand même compliqué, les passoires énergétiques. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé du DPE. Vous avez aussi la difficulté entre le DPE dans un logement individuel et le DPE du bâtiment. Du bâtiment, oui. Comme ce n'est pas prévu de savoir qui prime par rapport à quoi. Enfin, tout ça, donc on a des réflexions que l'on porte auprès des pouvoirs publics. Donc, on a ce genre de sujet. On a le statut du bailleur privé. C'est quoi le statut du bailleur privé? C'est de reconnaître que le propriétaire bailleur est un investisseur. Et donc, il faut qu'il ait une rentabilité. Une rentabilité, ce n'est pas un rentier au sens rentier. La profession, elle n'est pas riche. Le rentier, c'est souvent une personne qui a 1,8 logements. Qui prépare sa retraite. Qui prépare sa retraite ou son héritage. Et donc, il faut au moins qu'il s'en sorte. Or, avec les taxes foncières, l'encadrement des loyers, ça, c'est un sujet local sur lequel on se bat. Eh bien, il faut qu'il ait une rentabilité au moins minimum. C'est pas forcément...
peut être 1-2%. Donc on se bat pour ça, on se bat pour des fiscalités, pour des réglementations qui ne pèsent pas trop lourd sur le propriétaire bailleur qui aujourd'hui est quand même en difficulté avec les taxes foncières et tout. Donc ce qu'il veut payer. ça c'est un des sujets. Il y en a un autre sur lequel un sujet un peu structurant, la rénovation aujourd'hui, le calendrier, ça a été pensé plutôt pour maisons individuelles, on rénove, tout va bien. Et donc, il y a un interlocuteur, à un moment donné, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait 20% des logements en location qui étaient en copropriété. Et donc, on essaye de faire avancer aussi le sujet sur la copropriété, à la fois pour les prêts de rénovation, à la fois pour MaPrimeRénov'. Vous savez qu'en ce moment, on a parlé de MaPrimeRénov' en disant il n'y a pas de budget, donc on va fermer le guichet. Donc, on se bat aussi là-dessus. On se bat pour que la réglementation soit la plus facile possible, pour qu'il y ait des logements aussi qui soient des logements durables, qu'on fasse de la conservation du patrimoine, de l'amélioration de l'habitat, en même temps que cette rénovation, qui est une rénovation sur laquelle pèse un calendrier, puisque les locataires ils ne peuvent pas habiter dans des logements qui ont de mauvaises étiquettes énergétiques. Donc on se bat là-dessus, et donc ça joue aussi sur le pouvoir d'achat des individus. Bon, le sujet est très large. Thierry, je crois savoir que ça ne vous occupe pas à plein temps, cette activité. Vous en avez une autre à côté. Alors, enfin, déjà, c'est du bénévolat, pour ma part. Mais c'est important de le rappeler. Donc, nous aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte. Non, mais on se rend pas compte. Voilà. Bon, donc après, c'est fait, c'est pas subi, quoi. C'est fait très volontier, c'est fait engagé, c'est fait motivé. Bon, moi, j'ai pris mandat très récemment, donc en mi-2024. Ça fait, je suis à moitié du mandat, c'est des mandats de 3 ans. Donc après, on le fait avec plaisir. On vient de sortir des vœux, là. Donc, j'ai fait la semaine dernière devant plus de 300 personnes, donc avec effectivement des élus, des aménageurs, et après tous nos prestataires, partenaires, et sinon nos adhérents et membres correspondants. Donc après, je suis salarié chez Vinci Immobilier, qui est un groupe national, et donc dont je représente ici localement depuis 10 ans l'agence dans le territoire. Donc en fait, nos enjeux, aujourd'hui qu'on pose à la fédération, c'est sinon, ce qui vient de Paris, des instances donc, de gouvernance, et bien évidemment, et c'est là le nerf de la guerre, parce que c'est ce qui prévaut au côté réglementaire et administratif. Mais c'est aussi travailler de proximité avec les élus, les collectivités, les aménageurs, on n'en a pas parlé, mais les aménageurs qui portent, on va dire, le bras armé en fait, de la collectivité pour produire du logement dans des zones d'aménagement concertées. On en a à Nîmes, on en a à Béziers, on en a à Montpellier, on en a à Sète, Pays de l'Or aussi, donc voilà, il y en a partout. Et au travers de notre fédération, on va voir avec eux la programmation, l'offre dont je parlais, en fait, la difficulté qu'on a depuis 2-3 ans, qu'on subit avec la hausse des taux, avec la hausse des prix de construction. Donc ça chamboule ce marché. Et donc dans ce marché, on essaie d'être avant-gardiste avec eux pour avoir cette expertise de la vente et donc de la programmation. Donc aujourd'hui, si on reste sur nos acquis d'il y a 3 ans, c'est pas la peine, on vend plus, on n'est plus adapté et tout ça. Et donc en fait, il faut que toute la filière, y compris celle qui fabrique en amont chez les aménageurs, chez les services de programmation et d'aménagement des EPCI, là, des métropoles ou des agglos, tout le monde soit dans la même, on va dire, veine de réflexion et de partage. Donc aujourd'hui, pour sortir de la difficulté qu'on a, donc à produire mais à commercialiser, donc il faut qu'ensemble, on échange beaucoup, on puisse, et ça va pour l'immobilier entreprise, je vous parlais tout à l'heure, mais c'est la concentration de l'offre, c'est ce qu'on met dans les logements, donc l'approche, on va dire, famille, compacité, des logements, les typologies, la partie accession sociale, la partie LLI, logement locatif intermédiaire, voilà. Donc, c'est tout notre travail au quotidien, en plus des éléments réglementaires, techniques, commerciaux, voilà. Et globalement, en tout cas après, pour la promotion, j'imagine, tant mieux d'ailleurs, les pouvoirs publics sont plutôt des partenaires globalement. Oui, là aujourd'hui, il y a une notion de partenariat. Bon, quand tout va bien, on s'écoute pas trop, grosso modo, donc on trace la route, voilà, c'était la vie d'avant. Donc là, depuis 2-3 ans, il y a vraiment une écoute mutuelle, réciproque. Après, comme on le disait, il y a des choses qui s'entendent pas. Quand il y a une direction politique et qui peut aller à contre-courant, on va dire, de ce que il nous paraît souhaitable de faire, des fois, il n'y a pas de consensus qui est porté. Mais dans la majorité des cas, on arrive quand même à trouver ensemble une feuille de route, à avoir des actions correctives ou des précurseurs, là, on a monté des clauses de retour à meilleure fortune, en baissant les prix des fonciers pour avoir un prix de sortie moins cher, parce qu'aujourd'hui, c'est le prix qui compte, quoi. Voilà, pour avoir une capacité d'écoulement. On est en train de travailler sur ce
qu'on appelle une clause d'accélération des ventes. Donc aussi pour essayer de trouver des mécanismes, donc de mieux vendre rapidement, donc en l'absence de décision sur le statut. Donc voilà, c'était en 2025. Espérons que sous peu il se passe des choses. Voilà. Et tout ça, c'est le territoire au quotidien. On voit les services de l'État, le PPRI, porté à connaissance sur la métropole de Montpellier qui est très aggravant, on va dire. Donc, pour essayer de discuter, de voir s'il n'y a pas des solutions d'adaptation, tout en permettant quand même la sécurisation des gens et des populations, qui est l'objet du document. Bon, voilà. Donc, c'est de la discussion continue. Et dans une année d'élection municipale, ça va continuer de fonctionner normalement, parce que j'imagine que les maires sortants et qui se représentent doivent être prudents. Enfin, je sais pas, j'imagine. Non, mais vous avez la discussion à l'étage des élus et vous avez la discussion à l'étage des services. Donc, ce dont je vous parlais, c'est les services, les aménageurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont opérationnels. Voilà. Après, il peut y avoir une sorte de notion de pause ou d'attentisme du territoire porté par les élus. Et bon, mais c'est pas maintenant, hein, donc c'est rétroactif depuis septembre de l'année dernière. C'est plutôt dans la délivrance de permis notamment. Oui, ou les dépôts même. Voilà, donc de reposer les choses un peu plus tard. Donc si c'est des dossiers, bon alors ça c'est pas notre souhait à nous, mais bon voilà, on l'entend quand même assez régulièrement. Donc on a l'habitude que c'est plutôt une période creuse en attendant que ça se repositionne. Ce qui est difficile, c'est que quand vous avez ça, puis vous avez des élections, et puis après il y a des nouvelles équipes qui sont à mettre en place, même si c'est le maire qui est réélu, qui change souvent les bornes. Vous prenez un trou d'air pendant un an, quoi. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, quand on est en pénurie d'offres, c'est-à-dire le nombre de projets qui sont pas assez conséquents, c'est quand même aggravant pour le volume. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas la course au volume, c'est juste la course à pouvoir sortir des projets, parce qu'il y a des recours, il y a des contentieux, il y a d'autres choses aussi qui arrivent dans la vie immobilière, qui font il faut qu'on arrive à alimenter un certain niveau de volume pour être en phase. Alors, pas avec les PLH, parce que ça fait bien longtemps qu'on a oublié l'adéquation, on va dire, de la production et des PLH, mais avec un minimum de production qui ne dévisse pas trop par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, parce qu'il faut loger nos concitoyens. Merci beaucoup. Daniel, là on était sur des schémas un peu nationaux, etc. Pour le professionnel indépendant, parce que j'imagine que dans vos organisations, les grandes organisations, que ce soit de réseau immobilier, de réseau mandataire, etc., j'imagine que ces organisations sont plutôt bien structurées, ont leur propre service juridique, leur propre service de formation, mais ils sont pas majoritaires dans la profession. La majorité, c'est des indépendants, des petits cabinets. Comment vous les aidez et quel est leur intérêt à eux de compter sur vous? Qu'est-ce que vous leur apportez? L'intérêt, c'est vraiment la veille juridique, parce que vous savez, toutes les semaines, il y a une réglementation qui va ou être modifiée ou qui va être modifiable. Et donc, il faut être sur le terrain tout le temps, il faut regarder tout le temps qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est la veille juridique. C'est d'avoir à disposition des juristes qui sont capables d'associer la théorie avec la pratique. C'est la formation continue, ça c'est très important, la formation continue. Donc vous avez un catalogue de formation? Oui, bien sûr. Moi je le sais, mais les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas. Ouais. Sur la transaction, sur les innovations, enfin, on a vraiment un catalogue et en plus on peut faire du sur-mesure, le cas échéant. Si vous avez un problème, je ne sais pas moi, vous êtes en train de faire une vente et puis vous avez une association syndicale libre, vous ne savez pas très bien ce que c'est, vous pouvez aussi vous former, vous informer là-dessus. C'est la réglementation, c'est la représentation aussi. Auprès des pouvoirs publics, on est une organisation professionnelle. Donc on représente le métier, la profession devant les pouvoirs publics. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors c'est important, mais je pense que pour un acteur local, indépendant, ça lui échappe un peu, lui. C'est son quotidien qui le... Son quotidien, il va avoir un problème juridique. C'est ça. Il va avoir une solution concrète qui va lui être proposée. Il va être renseigné, même pratico-pratique, ou bien alors on va être relais. Soit on a la solution, on a l'information, on est relais en disant il y a un spécialiste sur tel et tel sujet, donc ils vont pouvoir rebondir. Il y a la convivialité. Vous savez, quand on est seul, on est invisible des fois. Nous, on dit souvent ça, c'est pour ça qu'on essaye de peser ensemble. On a écrit plein de textes avec les autres organisations, loi Hoguet que nous représentons. Mais quand on est seul, on est invisible. Quand on est ensemble, on est, je dirais pas invincible, enfin on peut peser plus. Et donc, c'est important pour un adhérent individuel ou une personne qui est rattachée à un réseau, c'est important de se dire, tiens, je vais pouvoir compter, je vais pouvoir solliciter et je vais avoir une réponse qui soit convenable juridiquement et évidemment pratico-pratique. Très clair. Même question, Thierry. Moi, je suis un promoteur local.
j'ai pas des moyens trop importants. En quoi la FPI peut m'aider? Qu'est-ce que je peux attendre de la Fédération des promoteurs immobiliers? Il y a énormément de choses. C'est, comme on l'a dit, c'est structurant. Alors, au travers déjà d'une sorte de groupe. La notion d'effet de groupe par rapport à le fait de faire. C'est sûr que si on fait une opération tous les 5 ans, ça n'a pas trop de sens. Par contre, si on a une sorte de récurrence dans le métier, voilà, il y a un appui technique, commercial, juridique, divers et variés, mais il y a aussi localement, nous, ce qu'on donne, c'est ces récurrences d'événements. On en fait un par mois, donc avec ce qu'on appelle des comités fédéraux, où tous nos adhérents sont là. Le fait de se connaître, ça permet de faire du lien. Demain, il y a une opération, on peut partager des choses ou des approches, de retour d'expérience. Et après, il y a tous les membres correspondants, qui sont les banquiers, je disais, les assureurs, les commercialisateurs, les bureaux de contrôle, qui permettent aussi de connaître les acteurs métiers dans son territoire. Et plus le côté, il peut y avoir un peu d'after work, ou le côté collectivité, sur lequel notre connaissance des aménageurs peut leur ramener dans un business model un peu différent et le ramener dans autre chose qu'ils puissent connaître. Donc en fait, on récupère quand même, aujourd'hui, c'est dur depuis quelques années, beaucoup de candidats donc à l'adhésion. Alors après, on en perd aussi de par les difficultés financières de certains, voilà. Mais on a beaucoup de candidats parce que aujourd'hui, être seul dans cette période-là où tout petit, c'est bon, voilà, la force d'une fédé donc est importante, donc et ça donne un appui. Et nous, on mouille le maillot pour aller résoudre aussi leurs difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien, parce que bon, j'ai des vice-présidents autour, on a une déléguée, on a de la communication, on a des groupes de travail qui peuvent se faire dans les territoires à la demande. Enfin voilà, il y a une sorte de solidarité entre nous, même si c'est pas l'image qu'on porte de la profession. En tout cas, il y a une vraie solidarité entre les acteurs. De le savoir. Et comme le disait aussi Daniel, j'imagine que moi, je suis un promoteur local, c'est aussi intéressant que je sorte de mon bureau, que je rencontre mes confrères, que j'échange, je me cultive. Super, très clair. Alors, je ne sais pas pour les promoteurs, mais je sais pour on va dire les transacteurs, on souffre d'une image. Transacteurs. Ouais, les transactionnaires, mais ils sont acteurs économiques. C'est plutôt actif, c'est plutôt dynamique. Je vais le retenir, ça va sortir au niveau. Souffre un peu d'une image négative auprès du grand public. Oui. Je pense que les choses ont évolué avec le temps, et si elles évoluent plutôt positivement. Quel est le rôle d'un syndicat comme l'UNIS pour justement peut-être faire avancer les choses sur la réalité de ce que sont les professionnels? C'est démontrer que c'est une profession, qui apporte certaines garanties juridiques, garanties techniques. Et donc ça a un certain prix. C'est vrai que la difficulté que nous avons, nous, dans nos métiers de transactionnaires ou dans nos métiers de gestionnaire ou de syndic, c'est qu'il peut y avoir des gens qui font ces actes de gestion pour 0 €. Il y a des bénévoles, il y a du gré à gré. Et ça peut être un sujet qui nous met en difficulté, parce que les gens se disent « bon, j'ai pas de problème, tout va bien, donc je vais faire ça comme ça de l'un à l'autre, hein, du locataire au propriétaire ou d'un acheteur à un vendeur ». Mais la réglementation est de plus en plus complexe. D'ailleurs, Capifrance l'a très bien compris. Capifrance est très bien structuré, il a ce qu'il faut. Capifrance est syndiqué chez nous. Pourquoi? Parce qu'on peut apporter des réponses un peu inédites. Il y a de la jurisprudence. Il y a toujours un cas particulier qui fait que ça ne rentre pas dans la lecture qu'on peut avoir de tel et tel sujet. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on est tout seul, au-delà de la convivialité, au-delà du partage entre pairs, parce que des fois on a des difficultés, et ne serait-ce qu'en discuter entre nous, on va résoudre la moitié du problème. C'est pour ça qu'il faut se syndiquer. Très important, quel que soit le syndicat, il faut se syndiquer. Et les grands groupes, les petites entreprises, les réseaux de mandataires l'ont très bien compris et se sont syndiqués. Ça apporte une plus-value sur l'activité. C'est difficile quand cette activité, elle peut se faire gratuitement et de gré à gré. C'est ça la difficulté qu'on a, mais c'est à nous de faire la promotion de notre métier et de montrer qu'il y a une vraie garantie, parce qu'il y a un vrai professionnalisme sur le sujet. Je vous posais la question, Daniel, parce qu'on voit parfois, moi je regarde peu la télévision, mais ça m'arrive. Vous avez raison de ne pas la regarder dans certains cas de figure. Ça, je sais pas, mais certaines émissions le soir à 20h. Mais on voit des corporations prendre la parole, et nous on prend la parole au nom de la marque, mais on ne prend pas la parole en tant que professionnel de l'immobilier. Enfin, c'est induit. Est-ce que c'est des projets auxquels vous avez déjà pensé de dire bah, tiens, on va parler de cette profession en expliquant quel est son rôle, quelle est sa valeur ajoutée au grand public qui a souvent une image déformée, parce qu'on a l'image des événements sensationnels qu'on nous partage, mais pas du quotidien très sérieux de la profession. Est-ce que c'est des choses
Déjà, merci parce que j'ai une opportunité immédiatement tout de suite. Hein. Mmh. Donc, c'est très bien si ça peut convaincre qu'il faut aller adhérer et apporter un plus, une valeur ajoutée au métier et la défendre, parce que c'est quand même des professionnels de l'immobilier qui sont là autour de la table, tant mieux. Mais autrement, sur la question que vous posiez, c'est De la communication sur la profession. On a des approches un peu d'innovation. On est quand même dans une ère numérique. On est quand même dans de l'innovation nécessaire. On est dans la gestion de communauté. Et donc, on a aussi une approche métier. Telle difficulté, on va avoir un webinaire. C'est pour ça qu'on a, au-delà de nos adhérents, on a aussi des partenariats avec des spécialistes du sujet. Par exemple, les problèmes d'assurance. Par exemple, la mise en place de comptage individuel. Enfin, je vous prends des exemples comme ça. Et donc, on a des gens qui sont capables de faire des webinaires pour expliquer telle solution innovante, telle résolution de problème. Et ça fait avancer comme ça le métier. Donc, une approche avec des partenaires. Et puis, on a aussi signé des conventions avec des personnes, par exemple, sur les cartes professionnelles. C'est une réglementation qui est très technique. On est capable de poser des questions techniques aux chambres de commerce qui délivrent ces cartes. Voilà. Donc, on a un petit peu un éventail large d'intervention et d'action qui permet que la personne n'est pas isolée. Même question à vous, Thierry. Quand on parle des promoteurs, on n'a pas toujours une image très précise de ce qu'ils font. Là, on sait qu'ils souffrent, hein, parce qu'on a entendu parler, mais on s'est dit, mais ils ont gagné tellement d'argent avant que si jamais il y a un petit répit pendant 24 mois, ça ne fera pas de mal. En quoi la FPI, justement, travaille sur l'image des promoteurs, sur la réalité de ce métier qui est beaucoup plus vaste que construire un immeuble et le vendre. Il y a toute la partie amont et de garanties qui vont avec. Comment vous agissez là-dessus? C'est un métier de temps long et on est victime des clichés qui sont liés à ce nom, alors qui était promoteur-constructeur. Je pense que d'avoir fait déjà ce transfert vers promoteur immobilier, ça donne plus de sens au nom. Faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille sur... Enfin, alors après, je vous expliquerai pour la FPI, mais on travaille sur la ville du quart d'heure, sur le côté inclusif, sur l'objet social, on fait plus la ville comme avant. Alors, ça part des urbanistes et des aménageurs, mais nous, on est acteurs de ça. Et donc, en fait, quand on travaille... vous êtes force de proposition. Voilà, sur de la mixité sociale, sur des éléments concrets, l'accessibilité des services à tous, à l'emploi et tout ça. Donc, en fait, on est acteur d'une meilleure société, quoi. Donc ça, il faut déjà comprendre ça. Après, le pourquoi et les promoteurs, en fait, on fait beaucoup de communication, nous, alors à la Fédération nationale et à la Fédération locale, mais localement, on est assez fort. J'ai une attachée de communication qui s'occupe, on va dire, du digital, sur lesquels on communique beaucoup. Donc ça, c'est accessible à tous. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Voilà, et on met en vitrine, en fait, les projets de nos adhérents, donc en fait, les livraisons, les premières pierres, les vitrines métiers, voilà, donc en fait, et avec un soutien et en regardant bien sûr ce que c'est, un filtre, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. Et en parallèle de ça, on fait de la communication print. On a un magazine qui s'appelle Impulse, qu'on fait aussi localement, qui fait une centaine de pages, qui est fait 2 fois par an, avec des élus qui sont interviewés. Alors là, on a pris le thème du littoral, construire sur le littoral, mais ça peut re-questionner en fait la loi littorale avec le retrait du trait de côte. Voilà. On peut avoir des communes qui sont plutôt porteurs de bâtir, certaines qui se rénovent avec un franc bâti qui était très verticalisé des années 60-70 dans nos régions où on travaille, ou la Grande Motte où c'est plus précurseur dans le baladurien. Il y a plein de choses. Là, on va travailler sur les résidences gérées, donc sur des magazines comme ça. On a des lettres internes, donc on a nous-mêmes vis-à-vis de nos adhérents, et après il y a des événements qui sont nationaux, qu'on appelle les pyramides, alors à la fois d'argent et d'or, qui sont donc au travers de 9 catégories. Alors vous avez l'économie circulaire, vous pouvez avoir l'esthétique, alors avant c'était l'esthétique immobilière, c'est la pyramide d'argent, mais là c'est un mix, la mixité énergétique, vous avez l'immobilier entreprise, et en fait c'est localement des promoteurs au travers des projets qui réalisent, qui candidatent. Un lauréat par catégorie, c'est la pyramide d'argent. On fait un gros événement dans le territoire 1 fois par an, et après ça monte national, et en fait il y a le gagnant de toutes les régions qui est en pyramide d'or. Donc ça c'est de la vitrine métier, c'est important, et c'est grand public. Voilà. Vous voulez réagir? Oui, on organise aussi des salons de l'immobilier, des salons de la copropriété. D'ailleurs, il y en a un bientôt sur Montpellier, il y en a eu sur Nîmes, il y en a sur Toulouse, pour parler que de cette région-là. Donc ça c'est important parce que du coup, vous venez chercher de l'information, de la documentation, vous rencontrez des spécialistes et du coup, vous faites votre affaire, vous avancez dans votre propre métier. On a aussi des revues comme Transversal, quand on est syndicat uniste, c'est une revue qui s'appelle Transversal. On a des revues un peu plus juridiques comme administrées. Effectivement, après, on organise des congrès et là, il y a des thèmes. Vous parliez du recul du trait de côte. On a dans nos spécialistes, nos professionnels à nous, il y a aussi des experts de l'immobilier qui travaillent là-dessus.
Le marché actuel qui reste tendu, un peu plus encore pour la promotion, même si nous ça va un peu mieux, mais est-ce qu'il est propice à ce que justement les gens se syndiquent davantage? Il faut qu'on soit plus entendu, plus fort, etc. Ou vous n'avez pas senti d'évolution particulière? Il faut se syndiquer parce que c'est important à la fois de comprendre la réglementation, éventuellement de la combattre s'il y a nécessité de l'ajuster, et puis de convaincre nos gouvernants, hein, nos différents ministères, de la nécessité de tel et tel changement. Si on n'avait pas attiré l'attention sur la crise du logement, ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait 4 ans qu'on parle de la crise du logement. Et maintenant, comme par hasard, on a dit il n'y a plus de production, il n'y a plus de location. Et du coup, on se dit mais pourquoi il y a 2 millions de demandeurs de logements sociaux? Et les bailleurs privés, ça loge des gens qui seraient éligibles au logement social. Et donc, du coup, subitement, les gouvernants se rendent compte qu'il y a une difficulté. Mais depuis combien de temps on en parle? Donc, c'est là où on Alors, est là pour qui ne fait pas son boulot à ce niveau-là? C'est les relais, les députés? Je ne pourrais pas dire que les C'est gens difficile font pas de dire leur il y en a un qui ne travail. fait pas son boulot, Non, parce que non, tout le monde non, travaille. non, mais c'est vrai que le logement, on aurait voulu un ministère d'État Oui. qui ait des décisions, des pouvoirs, un ministère aussi qui s'occupe de l'aménagement, parce que dedans, il y a aussi l'acte de construire, comme vous le disiez. Ça, on n'a pas été entendu là-dessus. Non, les gens font leur travail, mais il y a quand même des problèmes de budget. Il y a des problèmes aussi où, peut-être là où on est un peu déçu, c'est qu'on pourrait penser quand même sur des sujets comme le logement, sur l'emploi, le logement, l'emploi. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont demandeurs de logement pour leurs salariés, qui ne vont pas aller utiliser ce travail, choisir ce travail parce qu'ils n'ont pas de logement. Et donc on aurait pu imaginer que sur la question de la crise du logement, qui est réelle, il y a des chiffres, il y aurait pu y avoir une attitude transpartisane de nos parlementaires. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. Très bien. Et au niveau de la FPI, les grands combats, c'est quoi à venir là? Bon, alors, immédiatement, c'est avoir un dispositif fiscal qui nous permette de soutenir l'investissement locatif. Donc là, c'est clair. Et relancer nos commercialisations. Alors, elles ne sont pas en défaut, mais le propriétaire occupant ne prend pas le relais à la juste mesure de ce qu'était l'investisseur. Et dans la subtilité du mécanisme, les investisseurs viennent assez tôt dans le cadre de la temporalité des opérations immobilières, qui fait qu'on arrive à aller voir les précoms et on démarre les chantiers. Et en phase 2, on arrive à prendre ces propriétaires occupants qui sont sur des délais plus courts, on va dire, de décision. Donc ça, c'est super important. 2, on n'en a pas trop parlé, mais les normes et les procédures, faut arrêter, quoi. Donc, il faut simplifier les normes et les réglementations. Donc, en France, alors, OK, on est le meilleur élève d'Europe, mais bon, je dis pas de remettre en cause ce qui sont les objectifs des normes. C'est juste, il y a une notion de trajectoire. Donc là, voilà, de pas s'obliger en période de crise dans laquelle on est, de changer encore les curseurs pour aggraver les positions. Là, vous avez la RE seuil 2025, enfin la RE 20, donc en seuil 2025 qui a été prise, qu'on essaie d'absorber, de maîtriser. Et là, on va prendre le seuil 2028. Alors, avec une décarbonation supplémentaire, avec 50% de matériaux biosourcés dans les immeubles. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Voilà. Est-ce que ça a deux impacts? Ça ralentit le processus et ça augmente son... Et puis c'est même les techniciens, les bureaux d'études qui sont autour de nous à la table. Donc je veux dire, quand vous parlez d'ACV avec eux, je vous en perdez la moitié, quoi. Enfin, c'est assez compliqué pour maîtriser toute cette technicité qu'il faut complètement adapter. Là, il y a un élément nouveau de norme là, sur la solarisation des parkings extérieurs. Voilà. Donc il fait yo-yo là depuis 6 mois. Un coup c'était 1500 mètres carrés, il fallait tout solariser. Maintenant c'est qu'une partie. Donc et puis si on a des arbres et de la végétation sur les terrains, on va pouvoir emmener. Je veux dire, on va pas faire des parkings de Leclerc en fait sur nos opérations immobilières. C'est pas possible. Donc je veux dire, il faut redonner un peu du bon sens aux choses, quoi. Voilà. Donc OK, sur le bien fondé de la logique de réflexion. Juste, il faut accompagner dans le métier et voir quand est-ce qu'il faut le faire intelligemment. Après, on a les notions de l'IA, quand même, sur nos propres métiers. Voilà, de comment on peut intégrer ça. Alors, dans les vœux, là, j'ai un intervenant qui est très fort, donc qui s'appelle Vincent Panello, qui a conçu Mister IA, voilà, qui fait beaucoup de formations. Il est dans le coup chez nous aussi. Voilà. Et donc, qui a beaucoup d'idées. Mais voilà, c'est comment nos métiers vont pouvoir appréhender au mieux, qu'est-ce qui peut être impacté, sur quoi on peut travailler, voilà. Et ça fait partie des choses.
Et donc, dans la notion de réinventer réinventer ou actualiser le modèle du promoteur immobilier. Voilà, actualiser. Ce ne sera plus les mêmes équipes qu'on a, on va produire moins, mais il faut qu'on produise avec une sorte de résilience, de marge opérationnelle qui permette de tenir les équipes et d'avoir du financement bancaire. Voilà. Donc, tout ça, c'est en mouvement, mais comme beaucoup d'autres secteurs d'activité en France. Parfait. Merci beaucoup. Le sujet, il est quand même vaste. Le timing tourne. On va écouter les quelques questions qui ont pu être posées. On conclura. En tout cas, moi, ce que j'en déduis, c'est que d'abord, le champ de l'intervention du syndicat est quand même très, très large, très technique. On sent beaucoup d'engagement de votre part aussi. Et je crois que tout ça est méconnu. Et donc, je suis très heureux qu'on ait mis un coup de projecteur sur vos activités. Il y a 4 questions. Alors, comment donner, c'est Pascal qui nous la pose, comment donner une meilleure image des professionnels de l'immobilier? On a abordé un petit peu le sujet, si Daniel, vous pouvez... Notre professionnalisme, c'est leur garantie aux clients. Donc voilà, c'est leur donner une meilleure image. Si tous les professionnels étaient syndiqués, moi, ce serait un gage d'accès à l'information. Syndiqué à Unis, puisque Capifrance est à Unis, tant qu'à faire. Non, mais vraiment, on apporte un vrai service aux syndiqués. C'est convivial, c'est surtout de terrain, technique, et finalement, on porte la politique. Okay. Oui, et puis les fédérations, ça professionnalise, quoi. Je veux dire, ça met un cadre de processus de fabrication et d'exécution, peu importe le métier, il est long ou il est court, et en même temps, il y a un code de déontologie. On n'en a pas parlé, mais bon, il y a aussi un code de déontologie sur lequel on est arbitre de nos acteurs, et s'il y a problème, on intervient. Nous aussi, on peut gérer les conflits de cette manière-là. Il y a un conseil de discipline, malheureusement, en tant que présidente, j'ai eu à l'actionner quelques fois. Et puis, la profession réclame, dans le cadre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, où on étudie les textes pour avis consultatif, on réclame la commission de contrôle dans laquelle les conflits pourraient être portés à la connaissance des professionnels de l'immobilier et des consommateurs qui sont réunis à cet effet. Très bien. Alors, Michel, quelles sont les conditions pour adhérer à un syndicat? Est-ce qu'il y a des conditions? Alors, en ce qui concerne le syndicat UNIS, comme c'est un syndicat qui représente les lois Hoguet pour les gens qui sont syndics, gestionnaires ou qui sont agents immobiliers, il faut avoir la carte professionnelle. Sinon, si vous êtes mandataire et vous pouvez être habilité par un titulaire de carte professionnelle, comme ça se passe pour Capifrance, et donc à ce moment-là, Capifrance adhère, correspond aux conditions requises. Voilà. Après, dans notre syndicat, on a les experts immobiliers et les promoteurs rénovateurs. Eux, ils n'ont pas de carte professionnelle, mais on regarde quand même le dossier. Et puis après, il y a des conditions sur des garanties financières ou des responsabilités civiles professionnelles qu'on regarde aussi. Bien sûr. Enfin, il faut que les papiers soient en règle quelque part. Renseignez-vous. Et puis voilà. Renseignez-vous. Okay. Ensuite, il y a une adhésion annuelle. Il y a une cotisation annuelle. Et puis après, il peut y avoir éventuellement une cotisation locale. Et il faut venir à des réunions. On n'en a pas parlé, ça se fixe comment? C'est forfaitaire, c'est au regard du chiffre d'affaires, du nombre de salariés? C'est forfaitaire dans une première tranche, puis après c'est proportionnel à un chiffre d'affaires. Mais bon, si on est une entreprise où il y a 3 salariés, où on est salarié de son entité, c'est pas très cher, quoi. C'est moins de 500 €, ça dépend. Ça se négocie, tout ça, ça négocie parce que c'est important d'avoir l'expertise de tous ceux qui sont syndiqués. Okay. Thierry, pour adhérer à la FPI, comment ça se passe? Alors, de la même façon, alors nous, il y a 3 critères. Le premier, c'est d'avoir réalisé une opération immobilière, l'avoir livrée. Déjà. Et en fait, moi, j'ai une délégation donc en fait, qui se mobilise à ce moment-là et qui va voir l'opération, donc avec le candidat, pour voir comment elle est faite et en même temps voir si les gens qui l'habitent, quel est le ressenti. 2, il faut avoir 2 parrains. Donc, ils sont promoteurs immobiliers. Ouais. Donc, en fait, qui préconisent aussi en fait, la relation avec cet intervenant candidat. Et en même temps, après, qu'on n'ait pas de retour, le CV du gérant, pour voir l'origine, quoi. Si vous inventez promoteur immobilier du jour au lendemain et que vous candidatez, bon, c'est pas possible. Voilà. Okay. Parfait. Donc, ça, c'est une sorte de filtre qui fait qu'on prend des... Voilà. Merci beaucoup. Pauline, quel est le projet réalisé dans le cadre de vos fonctions qui vous a rendu le plus fier? Bonne question, ça. Je dirais que c'est peut-être ce matin où on a peut-être sauvé le statut du bailleur privé. Dans le TGV. Dans le TGV. C'est une belle victoire. Ça. Oui, en dealmaker, on verra bien, c'est pas forcément ce que voulait la profession, mais c'est ce que voulaient FPI et UNIS et FFB. Donc voilà, non, ce qui est important, c'est de tisser des liens. C'est important de mettre en réseau des professionnels entre eux aussi.
Et ça, et donc de rendre service et qui en apporte vraiment une valeur ajoutée à la façon dont travaillent les personnes dans ce métier. Parfait. Thierry, alors, à titre professionnel, sous l'entité promoteur immobilier, bon, c'est une opération qui est montpelliéraine et que tout le monde connaît, qui s'appelle Ayeroc, au pied de la gare Nouveau-Saint-Roch. C'est une tour en R+17, en fait, qui est magnifique, voilà, donc, et qui est une sorte de folie de ce territoire montpelliérain. Donc, je pense que tout le monde qui passe devant ou qui va à la gare ne peut remarquer que cette construction remarquable. Après, à titre fédéral, c'est un peu tôt parce qu'on a compris que vous avez pris vos fonctions il n'y a pas très longtemps. Alors voilà, à titre fédéral, c'est déjà ma nomination, voilà, mais entre guillemets, c'est parce qu'elle exprime la confiance des adhérents. Oui, voilà. Alors après, il n'y a pas pléthore de candidats non plus, hein. Mais voilà, je pense que je réunis aujourd'hui expérience, voilà, donc c'est comme on dit, chacun son tour de prendre la main dans des missions comme ceci qui sont très mobilisantes, hein, parce qu'on le dit pas beaucoup, mais c'est très mobilisante en plus de notre quotidien et engageant et voilà, ça peut être une satisfaction fédérale. Et après, on mène des combats. Parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais je n'ai pas posé cette question, mais vous m'en donnez l'occasion, parce qu'il pourrait y avoir aussi, parce que comme vous êtes sur une dimension régionale, peut-être un conflit d'intérêts à un moment donné, parce qu'on travaille aussi avec des adhérents, mais qui sont aussi nos concurrents parfois. Ouais, non, là c'est un tronc commun, c'est-à-dire que nous on ouvre la route en fait pour les adhérents qui fédèrent derrière. Là c'est plus la notion on est aussi en charge d'une société à côté, et c'est plus donc le combat fédéral qu'on peut avoir, qui peut être positif ou négatif, des fois dur, qui fait que droit de projet. Et voilà, par rapport donc à ce que peut produire la société. Bon, mais je veux dire, tout le monde a la clairvoyance de dire qu'on représente une fédération, y compris les élus et ceux qui nous gouvernent en territoire, pour dire on sépare la part des choses, et en fait c'est pas la même chose. Voilà. Dernière question. Adri, on m'a parlé du congrès de l'UNIS, vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, en septembre, à Lyon, tous à Lyon en septembre, je crois que c'est le 24, 25, 26 septembre, voilà. Alors évidemment, si vous n'êtes pas adhérent, on vous invitera, on regardera un petit peu si vous avez un intérêt à y aller, mais franchement, vous avez un intérêt parce que dans ces congrès, il y a des sujets, je dirais, de société, on peut inviter un grand témoin, et puis surtout, c'est qu'il y a des stands de partenaires qui vont résoudre vos problèmes instantanés. Ça peut être un éditeur de logiciels, ça peut être un courtier en assurance, ça peut être des personnes qui font du comptage, ça peut être une personne qui fait de la construction, etc., etc. Et donc, ça vous apporte des vrais renseignements pour exercer au mieux votre métier. Et c'est ça qui est important. Parfait. Merci beaucoup. On a compris que votre quotidien était bien chargé. Donc, merci d'avoir pris du temps pour venir éclairer nos auditeurs sur l'activité, le rôle, la mission des syndicats professionnels. Et on vous donne, nous, rendez-vous dans 1 mois et demi. Le sujet est encore en gestation et on va sans doute partir sur un territoire un peu plus opérationnel. À très bientôt et encore une fois, bonne année 2026. Merci.